Voilà, je remercie encore toutes celles et tous ceux qui se sont joints à nos étudiants. Je voudrais commencer par vous dire que le but de cette leçon, c'est avant tout de faire le point et de vous montrer que malgré la progression fulgurante des connaissances au cours des 12 derniers mois, ça a été très vite, il reste en fait beaucoup d'incertitudes. Ce sera en fait mon premier message. Et de ce point de vue, comme l'écrivait déjà William Osler il y a plus de 100 ans, je pense qu'il est important qu'on garde tous à l'esprit aujourd'hui que la médecine reste une science empreinte d'incertitude et aussi un art, celui d'interpréter les probabilités. Maintenant, pour situer le cadre de cette leçon, commençons par rappeler l'histoire naturelle de la maladie. Alors, comme vous le savez, le virus est véhiculé dans l'atmosphère, dans l'air que nous respirons, et il pénètre par les voies aériennes supérieures. Et pour des raisons que l'on ne comprend pas encore très bien chez un nombre significatif d'individus, on parle de plusieurs dizaines de pourcents, eh bien finalement le virus va vivre en bonne entente avec son hôte et il n'y aura pas de symptômes qui vont se développer. C'est les fameux asymptomatiques qui, suivant les séries, vont représenter de l'ordre de la moitié des sujets. Ce dont on va parler aujourd'hui, c'est de la maladie. C'est-à-dire que lorsque succède à la phase d'incubation, la phase présymptomatique qui dure quelques jours, des symptômes. Et ce que montre cette diapositive, c'est que dans les premiers jours qui vont suivre l'infection, eh bien effectivement, le virus se multiplie. Il nous envahit essentiellement nos voies aériennes, les voies aériennes supérieures, et puis il va gagner progressivement l'arbre respiratoire inférieur jusque dans les poumons. Et vous voyez cette phase où on peut mesurer, disons, la multiplication du virus. Et puis vous voyez que finalement, au bout de quelques jours, on va contrôler ce virus. Et notre réaction va permettre une décroissance de la multiplication virale. Et si vous voulez, si on s'arrête là, on se retrouve devant la situation d'une infection aiguë habituelle. Les symptômes vont être ceux d'un gros rhume ou d'une grippe. Et heureusement, chez un nombre significatif de patients, eh bien, au bout d'une bonne semaine, un peu plus, les symptômes vont disparaître à mesure qu'effectivement que le virus progressivement disparaît. Alors, le problème qui va nous occuper, c'est comprendre pourquoi, chez un certain nombre d'individus, alors que le virus est en train de disparaître de l'organisme, survient une réaction qui est en fait une réaction inflammatoire qui, comme vous le savez, peut prendre un tour très sévère, conduire aux soins intensifs et ultérieurement, malheureusement, au décès. On parle là de, si vous voulez, pour ce qui est des décès, on imagine que c'est de l'ordre de 1% selon les séries, et les formes plus graves, qui donc heureusement ne mènent pas nécessairement au décès, ça va présenter à peu près 10% des cas. Et donc le premier message, c'est de réaliser que cette phase qui est celle qui est la plus dramatique, qui a été dévastatrice, eh bien, elle survient alors que finalement le virus paraît sous contrôle. Donc, ce sont des effets indirects qui ont été enclenchés par le virus qui sont responsables de cette phase tardive. Alors, bien entendu, toute notre préoccupation aujourd'hui, c'est de prévenir ces formes graves. Et pour les prévenir, eh bien, le mieux, c'est évidemment d'agir très tôt. Donc, on va commencer cette leçon par essayer de voir comment on se défend dans les premiers jours qui suivent l'invasion par le virus. Et comme les étudiants l'ont appris au cours des
premier cours, on dispose d'un système immunitaire qui s'appelle le système de l'immunité innée, qui peut réagir très vite vis-à-vis de l'agresseur, en quelques heures à quelques jours. Et pour ce qui est de ce coronavirus, le système de défense, cette première ligne la plus importante, fait appel à des substances qu'on appelle les interférons de type 1. Ces interférons font partie de cette famille qu'on appelle la famille des cytokines, sont en fait des hormones du système immunitaire. Et ces interférons de type 1, qui vont nous permettre d'attaquer rapidement le virus, ils sont produits d'une part par les premières cellules que le virus va rencontrer, déjà au niveau de nos narines, puis au niveau de l'arbre respiratoire. Et ces cellules vont effectivement produire ces interférons de type 1. Et puis il y a d'autres cellules qui appartiennent, elles, au système immunitaire, qui sont spécialisées dans la production de ces interférons de type 1. Ce sont les cellules dendritiques plasmacytoïdes. Alors, ce que vous voyez sur cette diapositive, c'est qu'on connaît en détail les récepteurs, les molécules qui interviennent d'une part dans la synthèse de ces interférons de type 1, c'est TLR3 et IRF7 qui sont, disons, entourés ici, et IRF7, c'est un facteur de transcription, TLR3, c'est un récepteur à la membrane des cellules, et puis on sait aussi comment les interférons exercent leur effet antiviral en agissant sur des récepteurs. Voilà un récepteur qui va d'une part attaquer le virus à l'intérieur de la cellule, mais qui aussi va rendre les cellules voisines résistantes à ce virus. Alors, regardez la raison pour laquelle j'ai entouré TLR3, IRF7 et ce récepteur. Vous allez le comprendre sur la diapositive suivante. Comme vous savez tous, nous ne sommes pas égaux face à ce virus, et des travaux récents, remarquables, qui ont été conduits par le professeur Casanova, qui se partage entre Paris et New York, et il a mis en place un effort collaboratif sans précédent. Je pense qu'il y a plus de 40 équipes dans le monde qui ont fourni des données qui permettent aujourd'hui d'identifier un certain nombre de facteurs génétiques qui vont prédisposer aux formes sévères de la maladie. Et si vous vous souvenez de ce qui était entouré sur la diapositive précédente, eh bien vous verrez que ce qui va distinguer ces sujets qui développent des formes graves, c'est le fait qu'ils ont des anomalies, des gènes qui sont impliqués dans la production et dans la réponse à ces fameux interférons de type 1, démontrant bien que ces interférons sont une ligne de défense très importante, puisque lorsqu'elle est moins efficace, eh bien, on accroît de façon significative le risque de développer une forme sévère. Alors, on sait aussi que hommes et femmes ne sont pas égaux vis-à-vis de ce virus. C'est une étude très récente qui vient de sortir, qui rassemble un très grand nombre de données sur plus de 3 millions de sujets, à comparer l'incidence, encore une fois, des formes graves chez les hommes et chez les femmes. Et ce qu'a montré cette méta-analyse, comme on dit, c'est que lorsque vous êtes un homme, le risque que vous avez de vous retrouver aux soins intensifs à la suite de l'infection par le virus est près de 3 fois supérieur par rapport au risque courus par les femmes, et ceci se traduit aussi par un risque de mortalité accru, même si là, le facteur de différence est moins important. Alors, ça permet d'évoquer le fait qu'effectivement, hommes et femmes ne se défendent pas de la même manière vis-à-vis des virus et en particulier vis-à-vis de ce coronavirus. Et là encore, parmi les différentes explications possibles de cette différence, on retrouve les voies impliquant les interférons. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous voyez que dans ce travail qui a abordé cette question, eh bien, effectivement,
on a mis l'accent sur le fait que, à la fois, le récepteur par lequel les cellules sentent la présence du virus et se mettent à produire des interférons, que ce récepteur est souvent moins exprimé chez les hommes que chez les femmes. Et comme vous le voyez aussi, les cellules spécialisées dans la production d'interférons de type 1 sont plus actives chez les femmes que chez les hommes, ce qui explique qu'elles soient effectivement, en moyenne, disons, moins vulnérables à l'action du virus, et en tout cas à sa capacité à induire des formes sévères. Alors, évidemment, ces données qui étaient attendues, puisque on sait, les étudiants l'ont appris, que les interférons sont importants dans les défenses contre la plupart des virus, il était assez naturel de se dire, si on donnait de l'interféron au stade les plus précoces possibles de la maladie pour essayer de renforcer cette défense de première ligne. Et c'est effectivement ce qui a été fait dans ce travail mené essentiellement en Angleterre, où on a donné de l'interféron qui a été donné par les voies aériennes. Et ce travail montre qu'effectivement, le fait d'inhaler de l'interféron pour augmenter notre capacité à réagir vis-à-vis du virus va, d'une certaine manière, prévenir la progression de la maladie. C'est la différence ici entre ces deux courbes. Voilà pour ce qui est de la première ligne de défense. Mais bon, bien entendu, et encore une fois, c'est ce qui nous a occupés pendant ce cours d'immunologie, à l'immunité innée va succéder au cours des infections ce qu'on appelle l'immunité acquise ou adaptative, et qui, dans le cas des défenses contre les virus, implique en fait deux grands mécanismes. Le premier mécanisme, tout le monde le connaît, puisqu'on en parle énormément, c'est la production d'anticorps, anticorps qui vont agir sur les particules virales, qui vont en fait empêcher ces particules virales de pénétrer dans nos cellules. Et on verra un peu plus tard qu'on connaît très bien le mécanisme par lequel ces anticorps dits neutralisants vont empêcher le virus de pénétrer dans nos cellules. Et puis, il y a un autre mécanisme qui, lui, sera à l'œuvre lorsque le virus aura néanmoins réussi à pénétrer dans les cellules. Et à ce moment-là, les anticorps n'ont plus d'action. La seule manière de se défendre, c'est en fait de tuer la cellule infectée. Et c'est ce que font ces lymphocytes cytotoxiques, cette variété de globules blancs qui a cette propriété de tuer les cellules avec lesquelles ces lymphocytes interagissent. Alors, anticorps lymphocytes CD8, s'ils sont importants, évidemment, on se dit, notamment dans le cadre de développement de vaccins, que ce serait bien qu'on sache quel est le niveau d'anticorps, quel est le niveau de ces lymphocytes tueurs dont on a besoin pour empêcher l'infection. Et en fait, c'est un travail très récent qui a permis de mettre en évidence qu'il y a effectivement une relation entre la quantité d'anticorps produits en réponse à l'infection et la protection. Alors ça, c'est un travail qui a été fait chez des singes macaques. Et ce qu'on a fait, c'est purifier des anticorps de singes qui avaient guéri de l'infection. Et ces anticorps purifiés ont alors été transmis, injectés à des singes naïfs qui ont été secondairement infectés par le virus qu'ils voyaient pour la première fois. Et donc, vous voyez que le fait d'injecter des anticorps contre le virus à ces singes va effectivement les protéger avec certaines concentrations d'anticorps transférés presque complètement de l'infection. Et donc, ce que montre aussi cette diapositive, c'est qu'il y a une relation avec la dose d'anticorps
transférés. Ça, c'est très important puisque ça donne l'indication qu'effectivement, en mesurant la quantité d'anticorps produite, on pourrait avoir une bonne idée de la protection, notamment de la protection que pourraient assurer les vaccins. C'est ce qu'on a l'habitude d'appeler les corrélats de protection. Et vous voyez ici que lorsqu'on transfère moins d'anticorps, eh bien, le virus arrive alors à se multiplier et ce, en quantité croissante. Alors, dans le même travail, le rôle des lymphocytes tueurs a été bien démontré, puisque si l'on détruit les lymphocytes tueurs avant d'infecter ces singes, eh bien, comme vous le voyez ici, on va favoriser grandement la multiplication du virus. Alors, ça, c'est chez le singe. Et donc, il y a toujours la question de savoir si ça peut, disons, si ça reflète vraiment la situation en clinique chez l'homme. Alors, voici une première indication où, cette fois-ci, ce qui a été fait, c'est de prendre des anticorps humains, donc qui ont été générés à partir de sujets qui ont guéri du Covid. Et on a injecté ces anticorps à des singes avant de les exposer au virus. Et encore une fois, ce que vous voyez ici, c'est que l'injection de ces anticorps, ce sont les points en couleur, préviennent pratiquement complètement la multiplication du virus qui a été quantifié par une méthode bien standardisée. On voit ici, chez les singes qui n'ont pas été traités par ces anticorps humains, que le virus se développe alors qu'il ne le fait pas lorsque ces anticorps humains ont été préalablement injectés. Alors, un mot de ces anticorps dits neutralisants. Je pense qu'il est important de réaliser qu'on comprend aujourd'hui très précisément comment ces anticorps agissent. Ils agissent en empêchant la clé qu'utilise le virus pour pénétrer dans les cellules. Et on connaît très bien la serrure que la clé du virus utilise pour pénétrer dans les cellules humaines. Et ce que font ces anticorps, c'est empêcher cette clé d'agir, c'est de la bloquer. Vous avez ici cet anticorps neutralisant qui se fixe sur cette clé, qui est cette fameuse protéine spike, cette spicule en français. Et vous voyez qu'au sein même de cette protéine, eh bien, on connaît avec une grande précision la partie de la protéine qui lui permet de se fixer sur le récepteur de la cellule, qui est un récepteur dans le détail duquel je ne vais pas rentrer, mais tout ça est parfaitement connu. Et vous voyez que ces anticorps neutralisants vont de façon très spécifique se fixer sur cette partie qu'utilise la protéine spike pour envahir nos cellules. Bien, alors tout ça, ce sont des observations qui dérivent finalement d'expérimentations, soit in vitro, soit chez l'animal, je vous l'ai dit, mais finalement, quelles évidences avons-nous que chez l'homme, en situation réelle, ces anticorps protègent? Alors, une des meilleures évidences provient d'une histoire assez extraordinaire qui s'est déroulée à bord d'un bateau de pêche au large de Seattle. Et en fait, il se fait que l'équipage, qui était constitué de 122 personnes, a fait l'objet, avant de monter sur le bateau, de tests, à la fois de tests pour la présence du virus, mais surtout de tests pour la présence d'anticorps. Et la plupart des individus avaient pu être testés, mais pas tous. Je pense qu'il y en a 4 qui avaient été échappés à ce qu'on appelle ce screening, ce dépistage. Et vous voyez qu'à la suite de ce screening, eh bien, de ce dépistage, on a identifié que 3 individus avaient des anticorps neutralisants. Je ne vais pas entrer dans des détails. Il y en avait 3 autres qui avaient des anticorps, mais qui étaient incapables de neutraliser le virus. Et il se fait que pour des raisons qui restent peu claires, soit l'identification du virus par PCR avait manqué l'un ou l'autre individu, soit c'était parmi les quelques individus qui n'avaient pas été testés que se trouvait l'individu qui allait être
se révéler être un super contaminateur, puisque vous voyez qu'au cours de l'expédition de pêche, 104 sujets sur 122 se sont infectés. Et ce qui est assez remarquable, c'est que les 3 sujets qui avaient des anticorps neutralisants avant de monter sur le bateau, eh bien, ont été protégés et sont restés indemnes de symptômes, mais aussi indemnes d'infection par le virus. Alors, une étude à plus large échelle a été réalisée récemment à l'université d'Oxford parmi des professionnels de la santé. Et là encore, on a suivi pendant des périodes quand même déjà relativement significatives, qui pouvaient aller jusqu'à 4 à 6 mois, des individus suite à un test recherchant ces anticorps. Et donc, on a comparé ce qu'il arrivait aux sujets dits séronégatifs, qui n'avaient pas d'anticorps, et ceux qui en avaient. Et vous voyez que la différence est spectaculaire, puisque parmi ceux qui ont des anticorps, qu'on a suivis de façon longitudinale, aucun n'a développé de maladie symptomatique, et seulement 3 individus se sont infectés, mais sont restés asymptomatiques. Donc, ça, c'est une évidence supplémentaire, quand même assez forte, que le fait d'avoir des anticorps protège de l'infection. Alors, bon, comme souvent en médecine et en immunologie, il n'y a pas que des aspects positifs aux anticorps. Vous voyez ici que certains anticorps qui ne neutralisent pas peuvent avoir en fait un effet délétère. On le sait par l'étude de défense contre d'autres virus. Il y a aussi quelques données expérimentales avec d'autres coronavirus qui suggèrent qu'effectivement, certains anticorps qui ne neutralisent pas pourraient faciliter l'entrée du virus dans nos cellules. Et c'est un point qu'il faudra garder à l'esprit lorsqu'on discutera des vaccins. Alors, les étudiants ont appris au cours de cette année que les anticorps sont produits par des cellules qu'on appelle les plasmatocytes qui dérivent d'une population de lymphocytes, cette variété de globules blancs qu'on appelle les lymphocytes B. Alors, il est très important de réaliser ici que suite à une stimulation par un antigène, le lymphocyte B, et on a expliqué aux étudiants que ça se passait dans les ganglions lymphatiques, dans des zones bien particulières, dans les centres germinatifs, les lymphocytes B, suite à différentes interactions, notamment avec d'autres cellules, d'autres lymphocytes, vont effectivement soit se différencier en cellules qui vont produire des anticorps, ces fameux plasmatocytes, mais il y a une autre voie de différenciation possible qui est vers des cellules mémoire. Alors, ces cellules mémoire, elles ne vont pas produire d'anticorps, en tout cas pas immédiatement, mais elles vont garder la trace du contact avec l'antigène, dans le cas qui nous occupe, avec le virus, de telle sorte que si on devait rencontrer le virus ultérieurement ou l'antigène ultérieurement, ces lymphocytes B réagiraient très vite, se transformeraient très vite en plasmatocytes producteurs d'anticorps en grande quantité et très actifs, notamment en termes de neutralisation. Et disons que parmi les incertitudes que nous avons pour comprendre comment l'homme réagit, et en particulier son système immunitaire vis-à-vis du virus, eh bien, une des incertitudes est liée au fait qu'au laboratoire, ce qu'on peut mesurer facilement, ce sont les anticorps, évidemment, dans la circulation, dans le sérum. Alors, un point au passage, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais il y a aussi des anticorps produits localement, notamment au niveau de la sphère nasopharyngée, qui sont des anticorps spécialisés, qui pourraient aussi intervenir. On ne les mesure pas encore vraiment au laboratoire. Mais surtout, pour revenir à ce que je vous disais, qui est essentiel, c'est ces cellules mémoire. Puisqu'on y reviendra, en donnant un vaccin, ce qu'on cherche avant tout, c'est induire ce phénomène de mémoire pour faire en sorte que lorsque l'on rencontrera le virus, eh bien, on réagisse vite et efficacement pour éliminer ce virus le plus rapidement possible.
Et donc, un travail récent, qui n'est pas encore, disons, publié officiellement, mais qui est mené par vraiment les meilleures équipes. Donc, je vous montre ces données qui ont mesuré de façon spécifique les cellules douées de mémoire. Et par exemple, ici, ils ont mesuré au décours de l'infection l'apparition dans le sang de lymphocytes B mémoire, producteurs de ces anticorps dits IgG qui seront pour la plupart neutralisants. Et disons, ce que je veux simplement vous illustrer ici par cette courbe en rouge, c'est que vous voyez que pendant une période longue, on parle ici de au-delà de 6 mois, puisque ici on est à 180 jours, eh bien on voit qu'il y a toujours dans le sang des cellules mémoire en grande quantité. Vous voyez que ça diminue peut-être progressivement dans les mois qui viennent, mais quand même on peut aujourd'hui affirmer que même si des anticorps ne sont plus détectables, disons 3 ou 4 mois après l'infection, eh bien qu'il subsiste chez la plupart des sujets qui ont été infectés dans leur sang des cellules qui pourront être mobilisées très vite si on devait rencontrer le virus à nouveau. Et c'est ça qui probablement donne l'explication à l'observation. C'est une question qu'on nous pose souvent. On a fait le Covid, est-ce qu'on court le risque de le refaire une deuxième fois? Alors, encore une fois, comme souvent en médecine, la réponse n'est pas absolue. Mais aujourd'hui, on peut dire, disons, de façon avec un grand degré de confiance, que, en tout cas, avec le recul dont nous disposons aujourd'hui, le risque de refaire le Covid en disons, 6, 9 mois qui suivent une première infection est très faible. Alors, il y a des cas décrits. Et donc, bon, j'ai revu ça très récemment. Donc, le 1er décembre, dans un registre qui tient compte de tous ces cas de réinfection, ben, vous voyez qu'il y avait 26 cas dans le monde, de façon intéressante. Il y en a 3 dans cette liste de 26 qui ont été rapportés en Belgique. Mais le but ici, c'est de vous expliquer que c'est excessivement rare par rapport, comme vous le savez, on parle de millions de gens infectés de par le monde par ce virus. Et comme vous le voyez, les cas bien documentés de réinfection sont vraiment rarissimes. Et ceci est plus que probablement lié au fait que l'infection par le virus a induit ces phénomènes de mémoire dont je vous parle. Alors, venons-en au vaccin, puisque finalement, l'idée de donner un vaccin, c'est de protéger contre une infection ultérieure. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais comme vous le savez, on en discute beaucoup. On dispose d'une panoplie de vaccins qui font appel à des technologies différentes. Encore une fois, bon, je ne veux pas allonger trop cette leçon, donc je ne vais pas, disons, rentrer dans les détails, mais il y a quand même 2 points que je voudrais souligner. C'est que les effets que l'on est en droit d'attendre de ces vaccins, eh bien, risquent bien d'être différents d'un type de vaccin à l'autre. Alors, revenons à ces 2 mécanismes essentiels, les anticorps et les lymphocytes tueurs. Eh bien, ce que montre cette diapositive, c'est que tous les types de vaccins ne vont pas avoir, disons, la même action sur ces deux types d'armes essentielles. Et notamment, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, puisque les premiers vaccins qui arrivent, en particulier les vaccins ARN messagers, font appel à c'est donc des vaccins basés sur des acides nucléiques. Et comme vous le voyez, ces vaccins induisent à la fois des anticorps et des lymphocytes T cytotoxiques, à la fois des lymphocytes B mémoire et des lymphocytes T cytotoxiques, ou en tout cas CD8 mémoire.
vous voyez que ce ne sera pas le cas avec tous les vaccins qui vont arriver, donc c'est certainement quelque chose qu'il faut garder en mémoire. Et puisqu'on parle de mémoire et que j'ai insisté sur l'importance de la mémoire, voici une étude faite chez l'animal, c'est une étude expérimentale et dont nous ne pouvons pas tirer de conclusions définitives sur ce qui va se passer avec les vaccins utilisés chez l'homme, mais il montre quand même qu'il peut y avoir des différences entre les différents types de vaccins en termes de mémoire. Voici un vaccin ARN comparé à un vaccin plus classique, protéines plus adjuvants, c'est des vaccins du genre du vaccin contre l'hépatite B ou contre le papillomavirus, par exemple. Et vous voyez que, en tout cas dans cette expérience, encore une fois chez la souris, mais quand même qu'il y a une différence, que les vaccins ARN sont beaucoup plus efficaces pour induire ces fameux lymphocytes B mémoire. Alors, puisque j'en suis au vaccin, je voudrais ici dire deux choses. La première, c'est qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes sur quels vont être les effets des vaccins. Est-ce qu'ils vont vraiment permettre de casser complètement les chaînes de transmission ou est-ce qu'ils vont simplement protéger de la maladie? On ne le sait pas encore, mais je pense que ce que l'on peut dire avec les essais publiés aujourd'hui sur plus de 40 000 sujets vaccinés, c'est que plus que probablement, avec ces vaccins, nous allons protéger des formes les plus graves. Donc, on va pouvoir effectivement se retrouver dans une situation très différente de ces vagues dévastatrices, puisque vous voyez que si l'on combine ces trois études, eh bien, il n'y a eu qu'un seul sujet vacciné qui a développé une forme sévère de la maladie sur ce grand nombre, je l'ai dit, 40 000 sujets qui ont été vaccinés. Et par opposition, comme vous le voyez, il y a quand même eu ici plus de 50 cas de maladies sévères dans le groupe témoin. Alors évidemment, une autre question essentielle que j'ai déjà abordée rapidement, c'est les risques liés à l'administration de vaccins. Pour les étudiants, vous savez qu'hier, on a fait rapport de 2 cas de réactions dites anaphylactiques, qui sont des réactions d'allergie aiguë chez les premiers sujets anglais qui ont été vaccinés. On n'a pas encore beaucoup de détails, mais simplement, encore une fois, pour les étudiants, c'est vraiment le prototype des réactions d'hypersensibilité de type 1 liées en principe à des anticorps IgE fixés sur les mastocytes. C'est rarissime. Alors, ce qui s'est passé exactement, nous ne le savons pas. Ce que l'on sait par rapport aux vaccins que l'on donne habituellement, c'est que ce type de réaction survient au pire dans un cas sur 1 million. Encore une fois, il faudra comprendre en détail ce qui s'est passé chez les 2 sujets rapportés hier en Angleterre. Alors, ce qui est un sujet qui a beaucoup occupé tous ceux qui ont développé les vaccins contre le Covid, c'est une complication que l'on peut craindre, qui est que l'on induise des anticorps qui ne neutralisent pas le virus, mais qui au contraire facilitent sa pénétration dans les cellules. Et je peux vous dire qu'énormément de précautions ont été prises tout au long des différentes phases de développement, en commençant par l'animal, mais aussi les premières études chez l'homme, pour s'assurer que ces vaccins n'induisent pas ce phénomène. De la même manière, on sait que certains vaccins qui touchent des maladies respiratoires, en particulier un vaccin contre un autre virus, qui est le virus respiratoire syncytial, peuvent avoir des inconvénients en favorisant certains types de réactions inflammatoires suite à l'exposition par le virus. Là encore, beaucoup de précautions sont prises pour que l'on ne soit pas confronté à ce type de complications avec les vaccins contre le Covid. Alors, un mot rapide pour vous dire que tout le monde ne va pas pouvoir bénéficier des vaccins. Nous ne sommes pas non plus égaux dans la manière dont nous répondons aux vaccins. On sait que les sujets
plus âgés répondent moins efficacement. Surtout, on sait qu'il y a des maladies et encore plus des traitements qui ciblent notre système immunitaire et qui vont l'empêcher de répondre comme il faudrait à ces vaccins. D'où l'idée que l'on ne considère pas suffisamment, à mon avis, en Europe, mais qui est aujourd'hui l'objet de beaucoup d'attention aux États-Unis, d'utiliser des anticorps comme médicaments. Donc, on ne demande plus à ce moment-là à l'organisme de produire des anticorps en lui injectant un vaccin. On prépare des anticorps neutralisants, on les purifie, on les injecte directement aux stades les plus précoces de l'infection. Et on sait que ceci peut marcher, notamment, ça a été démontré récemment contre le virus Ebola. Et il y a en fait aujourd'hui une véritable course aux anticorps thérapeutiques qui est engagée essentiellement aux États-Unis, avec l'idée que ces anticorps permettent de neutraliser le virus et permettent éventuellement, par des anticorps qui sont conçus pour cela, de faciliter l'induction de réponses immunes contre le virus. Donc, juste l'inverse du phénomène indésirable que je vous décrivais. Et il y a effectivement des techniques de génie génétique, dans le détail desquelles je n'entrerai pas, qui permettent, si vous voulez, lorsque l'anticorps a fixé le virus, de l'orienter vers des cellules qui vont notamment induire des réponses très fortes de ces fameux lymphocytes tueurs, de ces fameux lymphocytes cytotoxiques. Et ceci, c'est simplement une étude clinique récente qui démontre que ces anticorps administrés précocement après l'exposition au virus permettent de diviser par 4 chez les sujets à haut risque le risque de se retrouver hospitalisé avec une forme grave. Bien, alors je voudrais terminer en vous disant quand même un mot de ces formes graves et de cet état d'hyperinflammation qui survient chez certains sujets. Alors, cet état hyperinflammatoire, comme vous le savez, il conduit à des situations dramatiques. Elles ont été revues tout récemment dans ce journal de référence, le New England Journal of Medicine. Bien entendu, ça touche avant tout les poumons, mais vous voyez que tous les autres organes vitaux peuvent être atteints. Alors, cette diapositive, je demanderai aux étudiants de l'analyser, de l'étudier en détail, parce qu'elle permet de voir qu'en fait, dans cette réaction hyperinflammatoire, dans cette inflammation exacerbée, eh bien, on voit intervenir beaucoup des éléments du fonctionnement du système immunitaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce système qui permet de nous défendre, d'éliminer de ce virus, eh bien, ce même système peut être à l'origine des formes les plus graves et peut effectivement tuer un certain nombre de patients, montrant bien l'importance de tous ces phénomènes de régulation dont j'ai eu l'occasion de parler au cours de ces leçons. Et vous y retrouverez effectivement les produits du virus, mais aussi des cellules que le virus a endommagées, qui vont stimuler différentes cellules de notre système immunitaire, en particulier les macrophages, qui vont produire un certain nombre de cytokines qui vont être impliquées dans ces effets dévastateurs. Mais vous voyez aussi que les lymphocytes B participent. On a parlé d'auto-immunité. Eh bien, il y a les lymphocytes B qui vont produire des auto-anticorps qui vont notamment contribuer à des phénomènes de thrombose. Et vous voyez que les lymphocytes T aussi, d'ailleurs, ces mêmes lymphocytes T CD8, lorsque leur activité est trop intense, eh bien, ils peuvent être à l'origine de dommages tissulaires très importants. Voilà, on arrive vraiment à la fin. Alors, je vous ai parlé de différents médiateurs de cette réaction, disons, hyperinflammatoire. Alors, j'ai voulu terminer en insistant sur, disons, un type de médiateur qu'on n'invoque pas suffisamment. En général, vous l'avez vu, on parle des cytokines, on parle de la tempête cytokinique, et on oublie des médiateurs qui semblent très importants, qui sont des produits de l'activation du complément. Alors, encore une fois, je ne vais pas refaire
le cours sur ce système du complément. Simplement, comme vous le voyez, il va avoir différentes actions, va contribuer à différents dommages tissulaires et aussi, comme vous le voyez, contribuer à activer la coagulation. Et comme je l'ai déjà évoqué, les phénomènes de thrombose vont être des phénomènes très importants, très souvent dans les formes graves. Et la raison pour laquelle je termine par le système du complément et le rôle du système du complément dans cette tempête, cet emballement du système immunitaire, c'est parce que c'est un système qui a été en fait découvert par quelqu'un que nous connaissons bien à l'Université libre de Bruxelles. C'est en fait un des pères fondateurs de l'immunologie, il s'appelle Jules Bordet. Et en fait, c'est par cette découverte qu'il a été récompensé du prix Nobel de médecine. Et figurez-vous que c'est exactement il y a un siècle qu'il a reçu ce prix Nobel. Et en fait, comme Jules Bordet aimait l'expliquer aux étudiants en médecine de l'ULB, auxquels il enseignait la microbiologie, on ne parlait pas encore d'immunologie à l'époque, c'est son intérêt pour la chimie et la physique qui lui a permis de démontrer que les anticorps ont besoin de ce système du complément pour exercer leur action, non seulement dans la défense contre les infections, mais aussi contre certains dommages tissulaires. Et donc, ce message sur l'importance de l'interdisciplinarité me semble on ne peut plus actuel. Et donc, c'est sur cette citation de Jules Bordet que j'ai choisi de terminer cette leçon. L'un des grands services que chaque science peut rendre à nos recherches, c'est de nous inviter, en nous servant d'introductrice, à la quitter pour sa voisine. Je vous remercie de votre attention.